Bonsoir à tous, je me réjouis vraiment de vous accueillir ce soir pour cette occasion vraiment précieuse d'avoir Monsieur Enebli ici pour présenter son ouvrage. Madame Blanc-Bigeon à ses côtés et je vais le présenter en 2 mots, mais peut-être avant de le faire, donner quelques mots pour dire pourquoi un institut de recherche sur le Maghreb contemporain est intéressé à la publication d'un ouvrage qui s'intitule « Carthage, les travaux et les jours, recherche et découverte 1831-2016 ». Alors, ça tombe tout à fait bien puisque l'IRMC, tout en restant un institut sur le contemporain, s'ouvre également à des thématiques plus anciennes, à l'archéologie, à l'histoire médiévale. Mais en ce qui concerne l'archéologie, on ne va pas devenir des anthropologues du jour au lendemain, bien entendu. En ce qui concerne l'anthropologie, donc, c'est plutôt l'archéologie, c'est l'archéologie dans sa dimension contemporaine. Et donc, toutes ces questions de travaux sur les sites archéologiques relèvent du contemporain, relèvent de l'histoire très récente, 1831, c'est le 19e siècle, c'est hier en termes historiques, et ont des effets encore sur notre manière aujourd'hui d'appréhender les périodes anciennes, d'appréhender le patrimoine de la Tunisie, le patrimoine méditerranéen, et plus largement les liens qui nous unissent autour de cette Méditerranée. Donc c'est à ce titre que vraiment je suis très très heureuse d'accueillir M. Enebli. Alors, je ne sais pas trop pour qui je vais présenter, puisque toutes les personnes présentes connaissent M. Enebli, mais pour la forme, je vais le faire tout de même. M. Enebli est archéologue tunisien et il a occupé les fonctions de conservateur du site archéologique de Carthage et du Musée national de Carthage, et spécifiquement pendant la campagne de l'UNESCO, donc une campagne internationale de travaux qui a été conduite de 1972 à 1992. Donc pendant cette vingtaine d'années, vous avez supervisé les travaux, vous nous en direz certainement un peu plus. Vous avez été maître de recherche à l'Institut national d'archéologie et d'art tunisien, qui aujourd'hui s'appelle l'INP, l'Institut national du patrimoine. Et donc, pour peut-être, d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir suggéré, Madame Blanc-Bigeon, de m'avoir suggéré d'accueillir cette présentation à l'IRMC. Et puis pour introduire brièvement cette somme de travail dans l'ouvrage, il est question de retracer les transformations du site de Carthage avant le début des travaux et jusqu'à 2016. Donc ça s'adresse à des spécialistes, mais aussi à des passionnés du site, à des passionnés d'histoire, et c'est, on va dire, un historique des fouilles, et ça permet de revenir sur l'histoire de la construction de ce patrimoine. Et donc je vous laisse la parole, peut-être à Madame Blanc-Bigeon d'abord, et M. Enebli ensuite, enfin, sauf si vous voulez faire une conversation, je ne sais pas, on n'a pas... Comme vous voulez, oui. Comme vous voulez. Simplement, je vais vous dire au niveau du temps, si vous pouvez parler une vingtaine, trentaine de minutes, pas plus, pour laisser un peu des questions, et qu'on puisse lever la séance vers 19h. Ce sera très bien. Voilà, je vous laisse la parole, Mme Blanc-Bigeon. Je vous laisse vous présenter. Alors, merci beaucoup de nous recevoir ici et d'avoir accepté ce projet de présenter en Tunisie un livre écrit par un Tunisien sur un site tunisien. Ça a été un petit peu une gageure et M. Enebli ne m'entend pas pour ça, ni sa femme, parce que ça a été plusieurs années de travail de sa part. D'abord d'écriture, puis après ça de mise en page, de préparation éditoriale, etc. Mais pourquoi ça? C'est en fait à cause de l'image de couverture que vous avez sur ce livre et que Abdelmajid Enebli a choisi. Parmi ces très nombreuses publications sur Carthage, il fait un autre livre. Et là, cet autre livre, c'est expliquer comment on va du fin fond des fouilles de Carthage possible
et jusqu'à la mosquée Ben Ali qui se profile derrière la cathédrale chrétienne. Et donc Majid a bien voulu réfléchir à toute cette longue histoire de ce que c'est qu'une fouille stratigraphique inverse et de la repositionner dans l'autre sens, ce qui explique en fait les différentes parties de ce livre. Vous avez une présentation générale des acteurs de cette affaire-là, dont il est quand même le maître d'œuvre, hein, même si ça commence en 1831 et jamais je ne dirais qu'il est né en 1831, mais c'est quand même quelqu'un qui a la seule personne aujourd'hui qui puisse écrire une histoire de Carthage de ce type. La connaissance profonde, en fait, des acteurs, anciens et modernes, c'est la connaissance des travaux de ces acteurs, des aboutissements de ces travaux ou pas, parce qu'il y a des travaux qui ne sont toujours pas aboutis. Effectivement, la campagne UNESCO 72-92, en fait, se poursuit quelque part. Elle est toujours en activité. Il y a toujours des auteurs dont on a vu, l'un d'entre eux il n'y a pas si longtemps, qui n'ont pas encore terminé leur publication. Ça met du temps, les publications en archéologie. Et cette histoire justement de l'écriture de l'archéologie est aussi retracée à travers de ce livre. Je crois voilà, que c'est l'essentiel de ce que moi je pouvais dire, qui ne suis que la rédactrice en chef d'une collection qui a accueilli avec un énorme plaisir et immédiatement la proposition d'Abdelmajid Enabli de publier cet ouvrage-là. Pourquoi aussi, je voulais le dire, c'est parce que s'il y a quelqu'un sur le bassin méditerranéen qui n'a jamais renoncé à accueillir les étrangers, c'est bien Majid Enabli. Et donc on a toujours trouvé une porte ouverte à Carthage, même quand il n'y avait plus de porte et plus de murs. Et donc tous les chercheurs, tous les archéologues qui ont pu passer par ici en ont gardé un souvenir absolument incroyable d'accessibilité d'un chercheur qui est quand même l'une des montagnes, l'une des collines de cette ville. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la Birsa, la colline de Junon, etc. Il y a la colline Enabli. Et donc, voilà, je tiens à le remercier aussi à titre tout à fait personnel, comme il le sait, parce que ce travail n'aurait pas pu se faire si l'auteur n'avait pas été disponible. Et il l'a été jusqu'au bout pendant des temps et des temps, parce que ça a mis un peu plus de temps qu'il n'avait espéré. Voilà. À vous, Majid. Je vous remercie l'une et l'autre. Je ne fais pas ce que vous avez présenté. J'ai tâché de faire quelque chose, parce que la question de Carthage, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une question d'actualité. C'est un site très prestigieux qui a été beaucoup malmené et qui aujourd'hui court le risque de disparaître. Déjà au lendemain de l'indépendance, le site n'existait pas puisqu'il y avait déjà une commune. Il n'y avait pas le site de Carthage, il y avait une commune de Carthage, c'est-à-dire que l'ensemble du site, qui avait été pillé pendant des siècles, était devenu depuis 1919 une commune, donc livrée à la construction. Et avec l'indépendance, ça a été, avec le protectorat, c'est l'Église catholique qui a pris possession du site. Ensuite, elle a eu un projet qui n'a pas beaucoup marché, et donc elle a cédé à la partie civile le droit de construire. Et au moment de l'indépendance, le site était inconnu des Tunisiens. Ce n'était pas une banlieue côté, c'était plutôt la banlieue sud qui était plus courue. Mais c'est le fait que Bourguiba s'installe, et Bourguiba c'est un homme de culture, il a dit lui-même, s'il s'est installé à Carthage, c'est à cause du nom. Le nom de Carthage est plus célèbre que celui de Tunis, et c'est lui qui a voulu qu'à l'aéroport, le nom de Carthage soit associé, parce qu'à l'extérieur, la Tunisie est plus connue sous le nom de Carthage que sous la capitale, le nom de Tunis. Et donc, du fait que
Bourguiba se soit installé, donc avec son palais, il y a toute la cour qui voulait s'installer. Et déjà vers les 1900, à la fin des années 60, on avait calculé qu'en 1980, le site, au rythme où l'urbanisation gagnait, aurait disparu. Et le reste, aujourd'hui, si vous voyez par une photo de Google, si vous comparez la situation de Tunis et son environnement, à 30 km autour, et la situation aujourd'hui, vous verrez que la seule tache qui reste verte, c'est Carthage. Et si elle est restée jusqu'à présent verte, ce n'est pas parce qu'elle est verte ou agricole, c'est parce qu'il y a eu une volonté de la protéger. Et c'est dans ce sens, quand on a pris, la première génération a pris conscience de la valeur du site qui risquait de disparaître, qu'il y a eu ce projet de Tunis-Carthage. C'est un projet qui a été lancé donc à la fin des années 60, quand le gouvernement planifiait à ce moment-là un programme de développement de la Tunisie. Ce n'est plus le cas maintenant. Vous voyez. Et donc la campagne internationale a été faite pour montrer à l'opinion qui était réticente et qui n'y croyait pas que le site, au-delà même des destructions, contenait encore assez de vestiges qui valaient le coup d'être fouillés, d'être mis en valeur, et pour le prouver que des grands pays qui ont une tradition culturelle comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, l'Espagne, l'Italie aient participé, c'est qu'ils y croyaient, ils croyaient à ça. Et donc ça, le fait qu'ils aient envoyé parmi leurs meilleurs professeurs, leurs meilleurs experts, avec une dotation souvent forte, une dotation financière qui marquait une volonté politique, ça a convaincu le gouvernement tunisien que le site valait le coup, puisque autant de personnes venaient. Et donc, mon rôle a été de leur faciliter les choses, puisque c'était des invités. Il fallait toujours bien les accueillir, parce qu'ils avaient consacré leur science, leur énergie et leur réputation à la sauvegarde de ce site. Et donc, c'est une reconnaissance envers eux. Reste que, je vous l'ai dit en toute franchise, l'État tunisien n'a pas tenu parole jusqu'à présent, parce qu'il s'est engagé à sauver le site et à le protéger, et il a fait les 3/4 du travail. Entre autres, la première chose, c'est qu'en 1960, le site était constructible, c'était le territoire d'une commune. En 1968, on a divisé le site de Carthage entre la zone construite, qui était construite, qu'on laissait construite, et on déclarait toute la zone agricole, c'est-à-dire les 3/4 du site, comme zone archéologique non édificandie, avec la servitude de ne pas construire, vous voyez. Ça, et Carthage a eu le premier PAU, parce que toutes les communes de Tunisie n'avaient pas à ce moment-là, dans les années 60, de plan de planification, et Carthage a été l'une des premières à avoir un plan d'aménagement urbain. Et ça a été même le modèle, parce que le modèle a été initié par une équipe italienne qui était venue montrer la confection, et la confection du PAU de Carthage a été le premier exemple, mais il a mis beaucoup de temps à être approuvé. Il y a eu 2 ou 3 communes qui ont paru avant Carthage. Pourquoi? À cause de la réticence de certains qui ne voulaient pas du tout confirmer que Carthage allait devenir un site archéologique non édificandi, vous voyez, et donc ça marquait déjà un refus de l'extension de la construction pour des gens qui visaient déjà d'entourer le palais présidentiel. Alors, le plan d'aménagement est révisable, et dès la première révision du plan, quelque temps après, on a pris conscience que le plan de protection, le plan d'aménagement urbain n'était pas suffisant, puisque le conseil municipal pouvait se réunir et déclasser des terrains. Il l'a fait une fois, mais il ne l'a plus jamais refait. Pourquoi? Parce que, pour bien marquer, le terrain qu'ils ont déclassé
la chose, on a mis une équipe internationale. Et c'était une équipe suédoise. Et là, du fait de l'invitation solennelle du gouvernement tunisien, donc l'équipe suédoise s'est mise à fouiller. Et donc il n'était plus question de recéder le terrain. Donc du coup, il y a eu une crispation au niveau de la municipalité. Et à ce moment-là, alors pour confirmer le plan d'aménagement urbain d'une manière irrémédiable, on a fait un plan de classement. Et le plan de classement est une opération très complexe qui n'a jamais été faite en Tunisie. Pourquoi? Parce que c'est une opération complexe qui a demandé, et on a réussi à la faire grâce à un expert français auquel on est en reconnaissance, c'est M. Chabasson, qui était à l'ENA, qui a trouvé les astuces pour mettre au point le classement du site de Carthage. Pour le classer, on a mis 2 ans pleins, avec 6 ou 7 ministères, pour faire valider le plan d'aménagement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui prévoyait le plan d'aménagement? Le plan de classement prévoyait la confirmation du plan urbain, et il exigeait que pour tout déclassement, il y ait la même procédure que pour le classement. Donc quand on mettait le ministère de l'Intérieur, le ministère des Travaux, de l'Équipement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Domaines de l'État, le ministère du Tourisme, le ministère des Finances aussi, donc pour qu'il y ait une unanimité pour un futur déclassement, ça devenait impossible parce qu'il n'y avait pas de raison, il suffisait qu'un seul ministère. Et du reste, ce plan-là, cette commission-là, par miracle, est passée par un décret en 1985. Et c'est cette fameuse carte jaune. C'est une carte qui délimite dans la commune de Carthage de la Marsa la zone archéologique. Et aussitôt que le décret est apparu, on a publié une carte au 5 millième qu'on a diffusée, et avec l'en-tête du numéro du décret, l'intitulé du ministère de la Culture et du ministère de l'Équipement, les 2 ministères de tutelle, et on l'a diffusé auprès de tous les organismes de l'État. C'est-à-dire pour que l'article, le décret, ne soit pas seulement un papier, mais qu'il soit le plan. Et c'est ce que, comme elle était colorée en jaune, jusqu'à présent on dit la carte jaune. Alors la carte jaune, ça a servi de référence. Alors il y a eu beaucoup de tentatives pour déclasser, mais elles n'ont pas réussi. Pourquoi? À cause de l'opinion, parce qu'il y avait un esprit de vouloir protéger le site. Et après Bourguiba, il y a eu Ben Ali. Ben Ali a marché dans le même sens. Il a confirmé le plan de classement. Il a même ordonné le fait, au lieu de non pas seulement geler le terrain, mais de lui donner une vocation, et la vocation d'être un parc. Vous voyez, donc le site de zone non édificandi, on passe à la zone archéologique classée, et pour que ce ne soit pas simplement un site gelé, on lui donne une vocation d'aménagement. Ce serait un parc archéologique national de Carthage Sidi Bou Saïd. Et de ce côté-là, donc, envoyé comme exposer des motifs pour faire passer ça, le fait que toute l'histoire de la Tunisie se déroulait entre Sidi Bou Saïd et Carthage, c'est-à-dire avec Carthage, c'est toute l'Afrique qui entre dans la lumière de l'histoire, et donc elle se poursuit jusqu'à présent. Donc ça montre la continuité de l'histoire de la Tunisie, vous voyez, et toute l'histoire de la Tunisie se déroule dans ce rayon-là, vous voyez. La Tunis n'est que
la ville qui succède à Carthage. Vous voyez, après une petite interruption de quelques siècles, mais le centre de gravité était toujours autour dans cette banlieue, dans le nord de cette partie de la Tunisie. J'abrège. Ben Ali nous a encouragés, il a proclamé dans les années 92-94 le plan de protection du site qui devait s'appeler, selon la nouvelle loi du protection du patrimoine culturel, plan de protection et de mise en valeur. Alors ce plan de protection et de mise en valeur a été élaboré par une équipe pluridisciplinaire dans les années 92-93. Il a été approuvé par lui, oui, et donc il suffisait que dans les années qui suivent, la procédure, donc dès 94, dès 96, on sort le premier arrêté qui fait un arrêté signé par les deux ministres de l'équipement et de la culture qui dit arrêté pour la création et la délimitation du site culturel de Carthage. Alors ce premier arrêté est paru et ce premier arrêté ouvre le chemin vers le plan de protection et de mise à l'heure qui doit suivre. Entre-temps, cette année-là, entre 96 et 98, mal conseillé, Ben Ali se met à faire de la spéculation pour son compte, vous voyez, et il déclasse, mais d'une manière illégale, parce qu'il ne pouvait pas déclasser tout seul. Il pouvait exiger à ce moment-là des 8 ou 7 ministères de se plier à ça, mais il a trouvé la plus commode de le déclasser lui-même. Donc, au point de vue juridique, c'était une erreur. Et c'est cette erreur qu'on a signalée à l'UNESCO, comme quoi il pouvait déclasser, mais pas de cette façon. Bon, on a laissé faire. En 1994, il n'a même pas achevé son lotissement, qu'il a disparu. On a fait une grande campagne de presse internationale. Beaucoup de journaux internationaux sont venus et proclamé massacre à Carthage, un truc, des titres assez grandiloquents, etc. Et comme on était dans la première enthousiasme de la Révolution, le premier gouvernement a annulé tous les déclassements que Ben Ali avait fait. Donc on est revenu à la situation de 85. 2011. Oui. Et bon, depuis, il y a eu 8 ministères. Entre-temps, moi je suis parti à la retraite depuis 2000 et j'ai continué dans le cadre des associations civiles à tenir la pression. Et on a vu les 6 ou 7 ministres qui sont passés en les rappelant à leur devoir de poursuivre le processus. Pourquoi il est dangereux actuellement? Parce qu'on a fait un barrage depuis des années. Si les terrains ne tombent pas dans le domaine public en étant un parc, ils seront confisqués par la mafia qui a l'argent, pas par le public. C'est pourquoi il faut coûte que coûte que ce plan de protection et de mise à l'heure passe. Sinon, comme c'est les derniers terrains disponibles, non construits, qui ne seraient pas déclarés publics, c'est la spéculation qui s'en emparerait. Et c'est pourquoi l'enjeu est très, très dangereux et très risqué. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez la carte Google de Tunis autour.
les seuls terrains, les espaces encore non construits, c'est le seul avec l'aéroport qui est une piste. Partout ailleurs, tout est construit d'une manière anarchique parfois, mais c'est le seul. Or, Carthage n'appartient pas à la Tunisie seulement, elle appartient aussi, elle est sur la liste du patrimoine mondial. Et le gouvernement tunisien a un devoir envers l'UNESCO et envers l'opinion, envers aussi tous les gens qui viennent en Tunisie pour voir Carthage, de leur offrir une banlieue quelconque. Alors pourquoi j'ai fait ce livre? Parce que, si vous voulez, il n'y a que ça, il n'y a que ce qui est écrit qui reste. Tout le reste s'en va en fumée. Et comme j'ai suivi, je n'ai fait que ça, suivre le dossier de Carthage quotidiennement, etc., je connaissais bien tout le site, je l'avais suivi avec toutes les équipes internationales, etc. J'ai jugé de l'intérêt du site de posséder une espèce de mémoire, de référence, pour que, même vis-à-vis des gens qui vont le nier, on voit que ce site a beaucoup de possibilités, que même c'est la compagnie internationale qui a découvert le site unique de Carthage, parce que c'est jusqu'à présent, jusqu'à la campagne, on cherchait le site archéologique, le premier site de Carthage unique, mais on ne l'avait pas trouvé, on avait trouvé simplement les nécropoles, et c'est les fouilles internationales qui ont découvert le site sous la destruction de la Carthage romaine qui avait détruit elle-même les vestiges puniques. Vous voyez, c'est une stratigraphie très complexe. Et ce serait dommage qu'un site comme ça disparaisse par ignorance. Et ignorance parfois sainte. Vous connaissez la sainte ignorance? C'est la jahilia. Vous avez fait une sorte de carte archéologique de Carthage, mais pour alerter, comme vous aviez fait pour sauver Carthage en 92. C'est en fait c'est un livre qui permet d'alerter le monde entier sur les richesses, sur des terrains qui forcément ne sont pas toujours déjà connus, fouillés, présentés aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est en fait on en avait parlé au moment où vous rédigiez ça, de faire une carte SIG de présentation en fait de l'ensemble des vestiges, de l'ensemble des zones archéologiques. En dehors de site, oui. Oui, on a fait que ça. Oui, c'est ça en fait. Oui. Vous avez préparé le travail pour ça. Oui. Alors, pourquoi le titre? Le titre, il est, vous voyez, il y a recherche, découverte aiguë et les jours, oui, le titre là. Carthage. Ah, les travaux et les jours, oui, je cherchais plus bas. Les travaux et les jours. C'est pas. Les travaux et les jours, ça évoque Hésiode, mais c'est Hésiode évoqué surtout plutôt les champs agraires, les champs agricoles, etc. Ici, ça évoque plutôt les travaux et les jours d'un chantier archéologique. Voilà. C'est un chantier archéologique qui est ouvert, qu'il ne faudrait pas fermer. Au contraire, c'est et c'est dans ce sens que le terme a été utilisé, travaux et les jours. Si je peux me permettre, je trouve que c'est un très beau titre parce qu'on voit le travail. Enfin, on imagine le travail, il y a la quotidienneté, l'effort, la transmission aussi, le fait que, évidemment, de 1831 à 2016, c'est pas les mêmes personnes qui ont travaillé, donc il y a eu ce travail de transmission, et tout ça, pour une néophyte comme moi, c'est contenu dans ce titre. Donc, mais même pour les archéologues, bien trouvé. Même pour les archéologues, ça leur servira parce qu'ils trouveront raccourci, parce que la compagnie internationale a groupé beaucoup de pays en dehors de la France, donc la documentation est très dispersée et c'est difficile de la retrouver. Là, vous voyez, à la fin du livre, il y a une bibliographie abondante et on a spécifiquement fait
la biographie de la campagne internationale qui est, elle, très dispersée, et c'est un recours pour pouvoir la rechercher et la rattraper, vous voyez. Et le CNRS a été très positif de publier aussi une carte de 1905, au moment où le site était encore plus ou moins vierge, il n'y avait pas de construction. Et c'est une carte très utile parce que aussi elle contient les terminologies qui maintenant ont complètement disparu, les gens ne connaissent plus. Du coup, le nom des terrains qui existent, tels qu'ils portaient, tels qu'ils s'intitulaient à ce moment-là. Je suis à votre disposition si vous Oui, ben on peut ouvrir la discussion si vous avez des questions. En attendant, moi j'en ai peut-être, donc je peux commencer. Vous avez dit que avant l'indépendance, le site de Carthage n'était pas coté, qu'il n'était pas valorisé du tout, et qu'à la fin des années 60, il y a eu une campagne de sensibilisation. Et je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus de cette campagne de sensibilisation, parce que comment est-ce qu'en 20 ans, ou je ne sais pas combien de temps ça a pris, on a pu passer d'un site aussi méconnu à quelque chose de central et quelque chose dont les Tunisiens, enfin auquel les Tunisiens, au moins les Tunisois, sont attachés et se sont attachés finalement vite. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ils se sont attachés. Non, les Tunisiens ne se sont pas attachés à Carthage. C'est Bourguiba qui les a alertés. Voilà. Oui, mais c'était pour construire, c'était pas pour l'histoire de Carthage. Ils sont ignorants, les Tunisiens, de leur histoire. Ça a été spéculatif. Il vaut mieux être cru, quoi, que c'est pas la peine de tricher. Ben alors, sans tricher, mais quand même, si les Tunisiens ne se sont pas appropriés la valeur de Carthage, ça reste porté comme un étendard, comme un logo, alors on va dire, la vitrine de la Tunisie. Tout à fait. Et ça, c'est du travail. Oui, l'équipe, mais ça ne veut rien dire. L'équipe de football, elle s'appelle l'équipe les Aigles de Carthage. Qu'est-ce qu'un footballeur a à faire avec Carthage? Une idée. Non, c'est les politiques qui utilisent comme publicité un point c'est tout. Vis-à-vis de l'intérieur. Ça, depuis le ministre jusqu'en bas, même, enfin, alors, ma question était intéressée puisque il y a en ce moment des travaux dans différents, évidemment, sur différents sites archéologiques en Tunisie, et il y a le site de Tinay, près de Sfax, de Tina, que les archéologues d'Amu notamment aimeraient bien continuer de fouiller et en tout cas de préserver et de stopper l'urbanisation débridée qu'il y a dans le sud. Mais le site de Tina est délimité. Alors, il est délimité, mais d'après ce que Solène de l'Armina m'expliquait récemment, en dehors des remparts, il y a aussi des vestiges là-dessous, et il y a la même urbanisation. Enfin, c'est pour faire le parallèle entre Carthage, même si évidemment c'est incomparable, c'est certainement incomparable au niveau de la richesse, mais en tout cas le processus de patrimonialisation et le processus de fouille que les archéologues aimeraient y mener est comparable en termes d'alerte. Oui, mais il faut aller plus que l'alerte. Il faut que les... Ce que j'avais fait, moi, c'est pas de la recherche, c'est de la politique que j'ai fait. Donc il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique parce que c'est le politique qui décide. C'est lui qui finit par signer l'arrêté ou le décret. Et il faut que l'amener à jouer son rôle dans le sens que c'est lui qui détient le pouvoir politique, et donc le texte de loi, il ne peut sortir que par
le canal politique, et donc il faut le motiver et le mettre au pied de ses responsabilités. Si je peux intervenir, Oui. simplement les cas ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'il y a une ville dans son enceinte qui est délimitée en fait par ses nécropoles. Solène de l'Hermina est un chercheur qui travaille sur les nécropoles. Et donc les nécropoles continuent le long des voies, à Rome, À la en périphérie, Gaule, oui. dans le monde entier, antique. Et donc évidemment, on a toutes ces nécropoles qui se poursuivent sur des voies que l'on connaît très bien, puisque Pierre Salama, dans son temps, avait, pour l'Afrique du Nord, retrouvé à peu près un très grand nombre de voies. Donc évidemment, quand vous travaillez sur des nécropoles, vous avez besoin de faire, de fouiller sur des tracés longs qui sont parfois sur lesquels il faut négocier tout de même, parce que nulle part on ne conserve l'ensemble des nécropoles le long des voies. On connaît ça à Arles, où j'habite, dans le quartier des Aliscamps. Et donc en fait, la ville c'est autre chose. Tina est protégée, comme le dit Abdelmajid, en tant que ville, et qui a déjà besoin d'être fouillée, d'être mieux connue. Voilà. Après ça, il y a aussi toutes ces campagnes, parce qu'il y a les nécropoles, puis il y a les villas rurales, et Abdelmajid en a fouillé une, qui est aussi magistrale et importante, qui est Sidi Grib. Ce sont des établissements que l'on connaît mal, parce que la vie continue aussi. Bien sûr. Donc il faut peut-être réfléchir à une politique, comme dans certains pays, de protection temporaire des zones archéologiques, de façon à permettre la recherche. Après ça, geler l'intégralité du territoire de la Tunisie romaine, ça pose un problème. Non, mais la question portait plus sur la question de la sensibilisation en termes de patrimoine aussi. Voilà. Alors justement, pour convaincre le politique, il faut convaincre l'opinion. Oui. Et pour convaincre l'opinion, il faut lui montrer. Absolument. Il faut lui ouvrir les chantiers, il faut faire des musées, C'est ça. et la convaincre. Et à ce moment-là, l'opinion publique peut faire pression au niveau de... Et c'est ce qu'on a essayé de faire au musée. Au musée, avec tous les gens qui ont fouillé, on a demandé non seulement qu'ils, pendant que l'État classait, etc., parallèlement, oui, on leur a demandé de mettre en valeur, de restaurer et d'exposer une partie de ce qu'ils ont fait au musée de Carthage. Vous voyez, chacun y a participé. Vous voyez, à ce moment-là, quand une famille se promène, amène les enfants voir, etc., ils voient d'une manière didactique, etc., et il y a un effort qui a été fait, remarquable qui a été fait. Voilà que en 2016, etc., on juge qu'on peut mieux faire, que la communauté européenne a accordé, je ne sais pas, 8 ou 9 milliards, ou même plus, 6 millions d'euros. et qu'on allait remettre un nouveau musée. En attendant, à ce moment-là, on a détruit ce qui existait depuis 2018 jusqu'à 2023, où le musée sera inauguré et les clés remises aux conservateurs. C'est naïf comme procédé, parce qu'entre-temps, il y a une génération qui n'aura rien vu, avec les parents qui ne seront pas promenés. Et ce n'est pas après 2020 que brutalement les gens vont se mettre à fréquenter les musées. Surtout qu'il faut les initier. Entre-temps aussi, le musée du Bardo est fermé. Pour quelle cause? Parlement. On ne sait pas pourquoi. Quel motif du Parlement? Hein? Les problèmes au Parlement. Non, c'est pas le Parlement. C'est au-delà du Parlement. C'est qu'on ne veut pas que les Oui, oui, choses soient oui. claires. C'est un prétexte. Oui, c'est un C'est presque un prétexte. C'est Donc après, les choses se après rejoignent. les attentats. Après les attentats, on C'est- dit on protège le Parlement. Non, C'est un moment très grave au niveau, et moi je parle C'est le 25 des choses juillet. comme citoyen, Oui, là, n'ont pas le maintenant, droit de mais me oui, reprocher de dire on a des vraies convictions. Et je l'ai dit.
Oui, je pense que vous êtes au bon endroit pour les dire, monsieur Adel. Non, je ne suis plus au bon endroit. Moi, je suis un retraité qui ne compte plus du tout. Non, parce que si j'étais en service actif, ils verraient ce que je ferais là. Je leur ai fait des coups bas. Mais je leur ai fait parce qu'ils s'étaient mis dans leur truc. Parce que quand il faut attaquer, on attaque quand on a 100% raison. À ce moment-là, ils ne peuvent plus trouver de prétexte. Et ça sert de leçon pour ceux qui veulent les imiter. Donc, il faut être un peu stratège, si vous voulez. Et c'est pourquoi je vous ai dit, là, même à l'opinion publique d'aujourd'hui, qui n'est pas très nombreuse mais qui est motivée, c'est que le site de Carthage, s'il n'a pas un plan de protection et de mise en valeur qui le sauve d'une manière définitive, va être dans les mains de la mafia en 24 heures. 24 heures. Est-ce que... C'est comme un barrage, vous voyez, vous accumulez l'eau, Ouais. et il y a une rupture, c'est toute l'eau s'en va immédiatement. Il y a cette nouvelle ministre, la ministre de la Culture qui veut absolument le classer. Et Je sais, elle est pleine de volonté. Oui. Et là, il y a eu une réunion urgente hier à la municipalité de Carthage, justement, avec Jalel Abdelkif et tout. Oui, oui. Et bon, on va voir. Je pense que si elle ne le fait pas, avant son départ, Si elle peut le faire, si elle peut le faire et si elle ne le fait pas, c'est qu'il ne sera jamais plus classé. Parce qu'elle, dès qu'elle est arrivée, elle a des premières choses Oui, pour oui. le classer. Si elle ne le classe pas, c'est que... voilà. C'est la seule ministre qui nous a reçus dès le début. Voilà. Et que- Elle était consciente, mais elle est seule. Magid, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Enfin, évidemment, c'est un Au point de vue international, il faut dire que le site appartient. La Tunisie n'en est que la gardienne. Elle n'est pas propriétaire de ce site qui appartient au patrimoine mondial, puisque c'est le gouvernement tunisien lui-même qui a demandé que le site soit sur la liste du patrimoine mondial. Il y a de ce côté, il y a une petite crise entre l'UNESCO et... Voilà, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors concrètement? Par exemple, nous, on a fait déjà ces projets de mise en valeur, et, bien que ce soit une partie, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire sans rentrer dans toutes ces choses? Nous, les archéologues, par exemple, on ne va pas rentrer dans les domaines politiques, parce qu'on va nous mettre dehors à la porte. Mais, concrètement, comment agir, selon vous, c'est dans votre idée, avec ces petites choses qu'on pourrait... Comme vous le dites maintenant, c'est déjà beaucoup. Mais, De par protéger, exemple, de dénoncer. publier assez vite des choses, faire des conférences et montrer que vous êtes intéressé, quoi. C'est ça. Ouais. Je crois aussi que toute la manifestation, les publications sur les médias, c'est important. Oui. Parce que Carthage, comme vous l'avez dit, vous laissez les choses écrites, ça c'est formidable. Et moi je trouve alors surtout dans les bouquins cette bibliographie qui est extraordinaire et qui va être une base pour tous les archéologues de Carthage en tout cas, mais après mettre tout ça sur les médias, Oui. ça c'est sûr. Les médias, il faut leur simplifier, quoi. C'est pas... Oui, bien sûr. pas aller Oui, comme oui. ça, mais le rôle des archéologues, surtout, et des gens cultivés, c'est de faire C'est en communiquant par des associations, par des publications, Ouais. Je on dis, montre l'importance. Si la campagne internationale s'était limitée aux fouilles, Ouais. mais il y a toutes les publications justement qui permettent maintenant de suivre le site. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Tous les chefs d'État, quand ils venaient en Tunisie, il y en avait beaucoup, ils voulaient voir Carthage, et j'ai fait des milliers de visites, etc. Et une des visites qui m'a le plus marqué, ça a été celle de Indira Gandhi. J'ai dû la raconter plusieurs fois. Indira Gandhi est venue juste 6 mois avant qu'elle ne soit tuée dans un attentat. Elle voulait voir, elle était venue en Tunisie, c'était dans le cadre des pays non alignés. Et
Indira Gandhi, c'est une impératrice. Elle est à la tête de l'Inde, c'est un empire, etc. Il lui avait fait un programme de 3 jours. Ce programme a été réduit à 24 heures. Le protocole, parmi les choses qu'il a sautées, a fait sauter la visite de Carthage. Or, elle voulait voir 2 choses. Elle voulait voir Bourguiba, qui faisait partie des pays non alignés. Elle voulait voir le site, point à la ligne. Elle ne voulait pas voir le folklore ou les réalisations titanesques que la Tunisie aurait faites. Elle voulait voir Bourguiba, avoir un entretien avec lui et voir le site de Carthage. C'est tout. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dans d'autres villes au monde qu'on peut imiter un modèle, par exemple, d'une cité ou d'une ville, où on peut s'inspirer pour... Oui. Eh bien, justement, c'est une bonne question. À Rome, maintenant, le Colisée et le Forum sont un parc archéologique officiel. C'est le centre de Rome. Ça s'est fait quand? Ça s'est fait dans les années 70, dans les années autour de 70. Dans les années 70, il y a eu un maire communiste à l'époque. Il a dit, bon, construction, ces quelques hectares qui restent vont être des constructions en plus, et puis. Et il a eu l'intelligence de convaincre autour de lui, de dire en disant, on peut construire les quelques hectares ailleurs à la périphérie, et le centre de Rome va être... Et c'est lui qui a fait, je ne me rappelle plus son nom, mais je sais que c'était un maire. Peut-être, oui. C'est dans les années, de toute façon, dont je suis sûr, c'est dans les années 70, et il avait... Mais l'Italie, elle a d'abord des historiens remarquables, et un environnement et une culture. Il a suffi qu'il y ait quelqu'un qui prenne le problème pour qu'il arrive à convaincre le politique, etc. Il y avait... Mais il y a Coarelli, en fait, tous les élèves... Coarelli, celui qui a fait les collections de... Ranuccio Bianchi Bandinelli, c'est en fait tous les élèves de Gramsci. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils ont aussi, comme vous l'avez fait chaque fois que vous défendez Carthage et que vous passez votre vie à défendre Carthage, ils sont allés l'en parler. Je me rappelle, étudiante à Paris, en 84-85, nous avions l'arrivée des Italiens qui, non seulement ils avaient des épaules comme ça et des costumes impeccables pour les archéologues, mais en plus, il y avait Gramsci, il y avait Corelli, il y avait Greco, il y avait l'étruscologue. Ils étaient tous venus parler de ce magnifique projet. Un petit bémol, le projet magnifique est aujourd'hui en partie réalisé. Dans mes étagères, il y a toujours le livre où ça allait jusqu'à la Via Appia. Et ça ne va toujours pas jusqu'à la Via Appia. Mais quelque part, tout à l'heure, vous disiez aussi, il faut le faire savoir. Oui, c'est quelque chose que vous avez fait aussi et qui est de l'ordre de l'obligation de l'archéologue que vous avez été aussi. C'est en fait de faire savoir. Non seulement il faut avoir les projets, les défendre auprès de ces administrations locales ou régionales ou internationales, mais il faut le faire savoir. Il y a eu toutes ces expositions Carthage, les grandes années des expositions Carthage. Oui, on a fait. Alors ce livre va être en ligne, probablement, je croise les doigts, je touche du bois, enfin tout ce que vous voulez, normalement l'année prochaine, puisque 3 ans de barrière mobile, et CNRS Éditions doit accepter de le mettre en ligne. On va le faire. Et donc, ça fera diffuser, non pas à 500 exemplaires en ouvrage, mais à 4000 visites jour ou dans le meilleur des cas. Et donc, ça, c'est déjà faire savoir. Et puis, relancer ces grandes et belles expositions qu'il y avait eu sur la Tunisie, quand même. Ça a été absolument des choses exceptionnelles qui avaient circulé partout. Voilà, en Grand Palais, en 86. Voilà, il y avait toute une série de magnifiques catalogues et qui étaient en Allemagne, en France, aux États-Unis et qui ont beaucoup circulé. Oui,
Ça, c'est la politique vis-à-vis des extérieurs. Oui. C'est pas tout à fait ce que vous dites, et vous, Ouais, vous dites non, la politique vis-à-vis des Tunisiens. C'est une mauvaise politique, là. Mais d'abord, je réponds aussi à tout à l'heure, on a posé Rome, mais aussi Athènes. Athènes, maintenant, tout gravite autour de l'acropole. L'acropole, avec toute la rénovation qui a été faite, etc., c'est magnifique ce qu'ils font parce que, juste, je prends votre question. Ce que Véronique a évoqué, c'est une technique pas très bonne, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation du patrimoine. C'est-à-dire, le politique se sert des objets fragiles qui ne devraient pas quitter le pays comme ça pour faire de la propagande sans en tirer les... Il ne viendrait jamais à l'idée de la France de faire circuler la Joconde ou à travers les pays pour rameuter les touristes, etc. Oui, ça ne se fait pas. Et la Tunisie a usé et abusé. Et c'est scandaleux, mais moi je le dénonce, parce que l'État tunisien s'est servi de la partie la plus délicate des objets pour faire sa propre propagande en se servant de l'archéologie sans la remercier, sans lui rendre son dû, vous voyez. Alors, juste avant, peut-être qu'on passe... Je voudrais rendre hommage au CNRS d'avoir accepté de publier un livre comme ça, parce que c'est un livre très difficile à faire. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une thèse, c'est un travail et je dois rendre hommage à Véronique de l'avoir suivi d'un bout à l'autre et de l'avoir mené. C'est un ouvrage qui aurait été très difficile à faire ailleurs que CNRS. Et il faut vraiment lui rendre hommage à cette institution qui arrive à faire des livres comme ça qui sont invendables, en fait. Tout à fait. En fait, je ne dis pas que votre livre est invendable, excusez-moi, je disais qu'on doit saluer ce mais qui sont la source de toute la documentation. À partir de ce livre, on peut faire toute la chose. C'est comme une source de laquelle dérive un cours d'eau, vous voyez. C'est ce qui a été reconnu par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en fait, le prix Serge Lancel. Évidemment, quand on parle de Carthage, ne pas attribuer le prix Serge Lancel à un livre sur Carthage, ça serait curieux, mais il y en a tout plein qui n'ont pas le prix Serge Lancel. Et donc, en fait, le compte-rendu qu'a donné Pierre Gros sur cet ouvrage a montré son utilité fondamentale. Et on doit continuer à publier papier des livres fondamentaux qui sont des manuels, des manuels qui serviront encore dans un certain nombre d'années. Et Véronique, pardon, juste un mot, Véronique a évoqué M. Pierre Gros. Pierre Gros, c'est une sommité de l'archéologie française. C'est vraiment une sommité. Question. Pardon, si je peux ça va. Une anecdote jolie concernant les parcs archéologiques. Vous avez mentionné le Colisée, justement, mais il y a aussi Pompéi, qui était dans la même situation que Carthage. Il y avait un bâtiment qui croulait et l'UNESCO menaçait de retirer Pompéi de la liste. Alors, les politiciens ont pris en sérieux la question. Et l'anecdote, c'est on a nommé deux figures. Un surintendant archéologue qui s'occupe de la science, des publications et des médias, et un général de Carabinieri qui gère l'administration et les sous. Parce que l'Europe avait envoyé 110 millions d'euros. Et actuellement, marche très bien. Le général a quitté, il n'a plus de carabinieri, mais c'était très important pour contrôler
le pillage. Qu'il y a derrière les sociétés honnêtes, peut-être qu'il y a la mafia derrière pour prendre l'argent. Et ça a très bien marché. Je vous remercie, c'est un bon. Donc vous aviez une question? Selon votre expérience, comment vous expliquez cette négligence de l'histoire en Tunisie? Négligence de le poids de l'histoire en Tunisie. Non, juste est-ce que par jalousie ou parce qu'en histoire en Tunisie, on ne connaît que deux personnes, presque Hannibal et Bourguiba. Oui, parce qu'on dit la vérité. Et la deuxième question, comment rendre l'histoire, l'apprentissage de l'histoire populaire, comme en France ou dans d'autres pays? Parce que l'absence des bons narrateurs. C'est l'éducation. Parce que l'histoire est un instrument. C'est un instrument, vous voyez. Et l'absence d'une volonté impériale, par exemple, dans d'autres pays qui veulent imposer leur puissance, ils sont toujours recours à l'histoire. Par exemple, en Tunisie, il n'y a pas cette volonté, tout ça. Si, ça. Mais je vais vous citer, il y a en 2012, donc juste quelques mois après la Révolution, il y a un personnage qui a été ministre de la Justice dans le premier gouvernement. Il a dit, cette histoire de Carthage, on n'en veut pas. Elle ne fait pas partie de notre histoire. On connaît ça. Oui. Il a affirmé, il a été ministre et il a eu le pouvoir entre ses mains. Qu'espérer quand un ministre comme ça a le pouvoir entre ses mains? En 2012 aussi. Heureusement, il y a une Madame Benmiled, la sociologue. Psychologue, voilà, sociologue. Elle lui a répondu dans la presse, psychologue, en première page. Elle a dit non, monsieur, notre histoire nous appartient en totalité. Mais peut-être pour continuer sur cette question de la sensibilité à l'histoire, est-ce qu'il y a à Carthage, c'est une question très naïve que je pose, de la médiation scolaire? Est-ce que les écoles de la ville amènent les élèves? Comment ça se fait que le site de Carthage lui-même n'ait pas pris contact avec les écoles alentours pour ouvrir les portes, pour attirer des enfants, enfin des professeurs d'abord, des enseignants? Alors, je reprends mon histoire à moi, c'est que dès le début, on a été conscient de cela et on a fait avec Jacques Pérez, qui vient de décéder en 1975-76, un petit film qui a été fait, un petit texte qui a été fait par Georges Fradier, qui était un écrivain qui s'est occupé du projet Tunis-Carthage, un très beau texte sur l'histoire de Carthage, qui a été mis en diapositive par Jacques Pérez avec les objets des musées, et il s'appelait Le Rouge et le Blanc. Et l'UNESCO nous a beaucoup aidés, il passait en carrousel, c'était assez fragile. Même le Premier ministre de l'époque est venu, le Premier Nuera, est venu le voir. Moi j'étais inquiet parce que s'il y avait une panne, donc on avait réquisitionné celui qui nous avait vendu les carrousels pour que s'il y a un pépin, il puisse intervenir. Et on était allé faire le tour du ministère de l'instruction publique. À l'époque, je connaissais une personne qui était proche du ministre, Madame Masmoudi, en lui disant qu'on avait un programme qu'on avait installé dans une salle qui était très beau, qui durait 35 minutes. L'histoire, le rouge et le blanc. Le rouge, c'est Carthage qui a été brûlé. Le blanc, c'est le marbre qui reste de la Carthage. Un très beau texte. Très très beau, vraiment il mériterait d'être repris et qui passait en fondu, enchaîné, maintenant c'est dépassé, etc. Et on avait voulu que ce soit visité par les élèves. Et on est allé voir. Et à ce moment-là, ils se sont rencontrés, c'est dans les années, donc la fin des années 70, 80. Les professeurs n'étaient pas motivés, il n'y avait pas de quart. Finalement, je me suis trouvé à porter ce programme à bout de bras, très fragile, pour des classes, celles de la mission. Donc je ne pouvais pas me permettre de le tirer pour des gens qui étaient déjà motivés.
Et donc j'ai dû abandonner de pouvoir entretenir et pour passer à une autre étape. Mais c'est une histoire qui m'a fait beaucoup de peine que ce projet n'est pas... Parce que les projets, ils sont bons dans un certain stade. Une fois qu'ils sont épuisés, il faut passer soit à une étape autre, soit on régresse, vous voyez. Ça semble tellement incroyable de penser qu'il y ait des quarts de touristes qui viennent visiter le site. Et actuellement, oui. Actuellement, oui, c'est triste. Que les enfants, c'est une usurpation. Les enfants tunisiens Mais même les touristes, on triche vis-à-vis d'eux parce qu'ils ne voient rien. Aussi. On triche toujours avec les touristes et c'est moins grave. Oui. Tricher avec des touristes par rapport à tricher avec des enfants, oui. Bon, c'est pas... Oui, mais on ne triche pas avec les enfants, on les maintient dans l'ignorance. Voilà. C'est un acquis, ça. C'est pire. On a des citoyens, enfin des sujets dociles. Ce sont ces services des publics qui d'ailleurs permettent aussi de donner des postes aux jeunes chercheurs ou en tout cas aux étudiants issus des formations en archéologie et en histoire. Et ces services des publics qui en Europe notamment se développent de façon considérable et prennent des poids et des pouvoirs très importants dans les musées. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement, pour l'instant, c'est quelque chose que le ministère n'a pas compris l'intérêt de ce champ qui donne des postes, qui permet d'ouvrir les musées et d'avoir une raison d'ouvrir les musées aussi, parce que ça coûte cher d'ouvrir un musée et de le tenir ouvert, et puis de former et de transmettre des choses aux jeunes générations. Mais même sans être très intellectuel, il y a les guides de Tunisie. Moi je sais qu'il y a longtemps, il y a très longtemps, à la fin des années 70, on m'avait demandé de faire une conférence à Mamet pour les guides de Tunisie. Bon, j'ai fait une conférence générale comme ça, enfin, sur ma période qui était la période paléo-chrétienne. Et à la fin, j'ai eu un flot de gens qui sont arrivés près de moi, qui me demandaient des questions précises. Ils me disaient, on n'a aucune formation. Et quand on voit tel signe de la période paléo-chrétienne, une croix de telle sorte ou de telle autre, on ne sait pas répondre aux gens. Il faudrait former aussi tous ces guides de manière plus solide. Ce sont des emplois. Oui, ce sont des emplois. Oui, on a des témoignages d'anthropologues qui suivent des visites et qui disent très clairement que des guides mal formés inventent. Oui, ils savent pas. Parce qu'ils créent, une ambiance. Il faut bien une ambiance. Mais bon, on ne peut pas leur reprocher. D'ailleurs. Et je pense aussi c'est ce qui serait... Est-ce que vous voulez vous présenter en 2 mots pour tout le monde? Moi, je suis doctorante en archéologie à l'université d'Aix-Marseille et je travaille sur le réexamen des données archéologiques anciennement fouillées à Djemila, en Algérie. Voilà, je fais un travail comme vous, mais je travaille sur les recherches anciennes, je traite énormément les archives pour justement faire une historiographie des travaux de fouilles et de restauration afin de faire des cartographies pour simplifier la compréhension des recherches. Et aussi, je prends en considération les acteurs de l'époque, c'est-à-dire du début du 19e siècle et 20e siècle, et leurs méthodes de travail. Voilà, afin de proposer de nouvelles méthodes et savoir si on peut reprendre l'étude du site. Voilà. Et moi, ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport à ce que vous dites, par rapport à l'inconscience du peuple de l'histoire. Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'intégrer l'histoire des civilisations anciennes dans l'éducation nationale. Par exemple, moi, j'ai fait mes études en Algérie. Dans le module histoire, on faisait que les guerres. La Première Guerre mondiale, la Deuxième, la guerre de l'indépendance. On n'a jamais parlé de Romains, de Phéniciens, ça serait intéressant. Mais il y a des raisons politiques pour lesquelles ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Donc si c'est fait à l'avenir, moi j'ai tant mieux. Mais... Ils ont laissé des traces. Il n'y a pas que... Effectivement, j'ai découvert l'archéologie une fois que j'ai eu mon bac, que j'ai eu cette spécialité. En fait, je devenais étudiante en archéologie sans savoir ce qu'on avait. Il y a un monde qui s'est ouvert à vous à ce moment-là. Voilà, et c'était mon dernier choix quand j'ai eu mon bac, en fait. C'était le dernier choix que j'ai complété
Ah, Donc vous alliez dire quelque par chose défaut. Par défaut, pour Vous compléter avez la choisi liste, par il y avait 10 choix à faire. Le dernier choix, j'ai mis archéologie. Et... Ah oui. Et Mais vous avez, il y a combien d'années vous avez une combattante, Oui. Fardi, Oui, ça à ta Il y a combien d'années Tipaza. Pour Oui, combien d'années vous avez aidé en première année, on va dire Vous avez commencé le bac en fait, c'était quand En 2008, j'ai eu. Ah oui, non, oui. J'ai poursuivi mes masters en France et là je fais une thèse. Mais vous avez été à l'Institut d'archéologie? Oui, à Alger. Oui, oui. C'est l'Institut d'archéologie. Oui. Donc, Sylvie, vous aviez une question? Non, mais je disais juste qu'il n'y a pas seulement une question politique, enfin, l'ignorance des tranches historiques sont parfois ciblées, en fait. Hein. Il y a aussi un fait, voire même un fait religieux. Enfin, il y a une partie de l'histoire qui s'écoupe justement parce qu'on ne veut pas la raconter. Hein. Notamment notre période paléochrétienne, ici, c'est une période qui est ignorée de façon explicite. Enfin, voilà. Après, il y a certaines époques, il y avait une intention un peu plus obscure. Maintenant, c'est un peu comme ça. Mais la sensibilisation, ça passe un peu dans toutes les périodes, évidemment, et la connaissance, elle est vaste, parce que l'identité du peuple, c'est ça, hein, c'est toutes ces étapes historiques. Mais c'est l'éducation. Ouais. Oui, mais tout, il faut une volonté politique. Je crois que c'est Bien. même l'absence des moyens, l'absence des moyens financiers. Mais il y a des essais, on l'a fait à l'Académie tunisienne, c'est le mois dernier, pour valoriser les sites de Carthage. On a fait une numérisation des sites avec un index et tout ça. On a lancé des applications pour pas faire tout est vain. Il y a des essais, comme on dit, avec des applications comme l'application Historia par une jeune pour faire une projection sur les sites et tout ça, et une expérience augmentée en site de Carthage. Et cette conférence s'est déroulée le mois dernier au Beit l'Académie tunisienne. Il y a des essais, mais avec les GIZ et tout ça. Beit a joué un rôle. Oui, elle joue un rôle de communication, de valorisation, tout ça. Et vous êtes archéologue vous-même? Non, je suis ingénieur, mais je suis passionné de l'histoire. Ingénieur, juste c'est un modèle du peuple tunisien. Non, c'est une exception. Oui, oui. Non, des ingénieurs passionnés, il y en a. Oui, il y en a, oui. Mais passionné de l'histoire. Oui, c'est alors cultivé. Mais il y a aussi, en tout cas, ce que moi j'ai constaté après la révolution, la dite révolution, il y a eu tout d'un coup l'apparition des associations. Parce qu'elles n'étaient pas permises avant. Elles n'étaient pas permises avant. Donc à Nabeul, vous avez une association, vous avez Samir Ghizani qui a créé aussi une association avec une publication, etc. Ce sont aussi ces gens-là qui comptent, qui pouvent faire la transmission, qui soient des professionnels de l'archéologie comme Samir Ghizani qui est enseignant et qui enseigne à Kuala Ibn Shara, ou que ce soit ce monsieur qui me contacte régulièrement pour Nabeul et qui n'est pas un archéologue, mais qui est intéressé par, comme vous l'êtes, etc. Et c'est un socle sur lequel il faut construire aussi ce genre de partage de l'information. Et ouvrir les chantiers. C'est un passage obligatoire. Et ouvrir les chantiers à ces associations-là, ce qui n'est pas toujours accepté et pas toujours possible. Peut-être on pense à des revues, comme exemple en France, il y a l'histoire, Historia, tout ça. Peut-être c'est une bonne locomotive pour aimer les jeunes pour l'histoire, tout ça. Les revues. Si vous voulez, pour conclure, vous voyez, pour revenir au pas, quand je vous disais que si vous voyez la photo de Google, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace. Et tout le reste a été construit. La Soukra, c'était il n'y a même pas 20 ans, c'était les jardins, les vergers. Maintenant, c'est une construction anarchique, etc. Toute cette population, on voit que l'État ne réfléchit pas, ne veut pas tenir compte des gens qui lancent des alertes, etc. Tous ces gens-là qui n'ont pas de maison secondaire, qui n'ont pas
de yacht ou qui n'ont pas de... Où vont-ils s'exprimer? Où vont-ils, avec leurs enfants, se promener, si vous voulez? Jusqu'à présent, c'est le belvédère. Le belvédère a été créé au lendemain du protectorat, lorsque c'était la pleine campagne. Aujourd'hui encore, tous les gens qui habitent dans les HLM et dans les choses, à la Médina, c'est dans le parc du belvédère qu'ils peuvent se promener, ceux qui ne peuvent pas aller en mer. Alors, pour une population qui a dépassé les 2 millions, il n'y a pas un square qui a été créé. Et là, on leur offre une possibilité non seulement gratuite, puisque ce n'est pas eux qui l'ont défendu, parce que si on l'avait laissé, la SONED, la SNEL, tous les organismes de l'État se seraient servis. Vous voyez? Or, il se trouve un terrain qui a été plus ou moins sauvegardé de toute construction, qui est à la disposition de l'État. Parce que même si l'État ne peut pas racheter aujourd'hui, dans 1 an, dans 10 ans, il peut toujours racheter puisqu'ils sont gelés d'une manière définitive, vous voyez. Et donc faire un parc, non seulement culturel, national, environnemental, vous voyez, donc, et où tout le monde trouverait son compte, tout le monde. Et la Tunisie encore plus au niveau touristique. Et vous voyez, on voit les choses, on va les voir passer d'une manière stupide par ignorance. Et c'est ça qui peut faire pleurer un pays. Parce que demain, vous voyez la circulation aujourd'hui, un État qui a des plans qui ne... Ces monstres est là pour témoigner. Il y a des plans, c'est pas la voiture privée qui va résoudre le problème. Pour venir ici de la Marsa, on a pris nos précautions à cause des embouteillages et des gens 1 heure avant, vous voyez. La circulation. Tout ça est lié. Tout ça est lié, exactement. Tout ça est lié. Plan d'urbanisme et problème de transport. De transport, évidemment. Oui, même d'environnement, de tout. Tout est lié. Bon, mais on a il faut bien commencer. Il faut commencer quelque part. Et peut-être que ce travail d'alerte et d'éducation on fait qu'alerter. Les écoles doit continuer. En tout cas, vos mots de conclusion ne sont pas très optimistes, mais on va continuer. Oui, mais il faut continuer. Non, on ne va pas lâcher. Non, je sais bien. Je vois bien que vous n'allez pas lâcher une pièce. Non, ça c'est hors de question. Mais le temps, pour moi, le temps court et je ne voudrais pas que ça parte comme ça. Le temps court pour tout le monde, c'est rigide. Donc je vous remercie beaucoup de cette intervention, de vos contributions à tous. Qui a été très contemporaine malgré le titre du livre. Comment? Et ça a été quand même très contemporain comme discussion. Oui, bien sûr. Vous aviez peur que... Non, j'avais pas du tout peur. Au contraire, je savais bien que c'était le cas. Et donc, je vous remercie beaucoup.